Camille Lefebvre ouvrit les yeux avant même que le réveil ne sonne. Il faisait encore sombre dehors, mais son esprit était déjà envahi par l'agitation de la journée. Dans le petit appartement situé en bordure de Lyon, chaque matin commençait comme une course contre la montre. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'était pas un jour ordinaire. Ce matin-là, Camille avait un rendez-vous décisif, une entrevue dans une entreprise réputée, une chance rare de remettre sa vie sur les rails après des mois d'instabilité. À 29 ans, Camille jonglait avec les responsabilités d'une mère célibataire et les souvenirs encore frais de son dernier emploi, perdu à cause d'une restructuration brutale. Depuis, elle acceptait de petits contrats, tout en cherchant désespérément quelque chose de stable, de digne, qui pourrait assurer un avenir meilleur à sa fille de 6 ans, Zoé. Dans la petite cuisine, l'odeur du pain grillé se mélangeait aux rires étouffés de Zoé, qui, assise sur une chaise trop grande pour elle, dessinait pendant que sa mère tentait de dompter une énième tache sur son chemisier. Tout devait être parfait. Elle avait relu 3 fois son CV, préparé ses réponses aux questions classiques, répétées devant le miroir. L'entretien était prévu à 9 heures du matin, en plein centre-ville. Elle avait prévu large. Mais ce matin-là, rien ne se passa comme prévu. Le tramway qu'elle prenait d'ordinaire s'arrêta soudainement entre 2 stations, une panne technique, selon l'annonce grésillante dans les haut-parleurs. Camille sentit son estomac se nouer. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. 8h22. Si elle attendait, elle serait en retard. Sans réfléchir davantage, elle descendit à la station suivante, remercia brièvement le conducteur et se mit à marcher d'un pas rapide. Le vent frais de novembre fouettait son visage alors qu'elle accélérait, sac en bandoulière frappant contre sa hanche à chaque foulée. Les talons de ses bottines claquaient sur le trottoir. Ses pensées se bousculaient. Allait-elle arriver à temps? Et si elle ratait cette chance? Zoé méritait mieux. Elle ne pouvait pas échouer, pas encore. En tournant à l'angle d'une rue bordée de platanes nus, elle aperçut au loin les premières façades vitrées du quartier d'affaires. Son cœur battait à tout rompre, et elle songeait déjà à ce qu'elle allait dire pour justifier un léger retard, quand soudain, quelque chose capta son attention. À quelques mètres d'elle, au pied d'un abribus, un homme gisait à terre. Il semblait inconscient, le visage partiellement tourné vers le trottoir, une main tendue comme pour appeler à l'aide. Camille s'arrêta net. Autour d'elle, des passants passaient, sans ralentir. Un homme en costume jeta à peine un regard, une femme au téléphone changea de trottoir. Personne ne s'arrêtait. Elle, pourtant, resta figée. L'instinct maternel, peut-être, ou quelque chose de plus profond, ce même réflexe qui l'avait toujours poussé à voir ce que d'autres préféraient ignorer. Le temps semblait suspendu. Elle savait qu'elle devait continuer, que chaque seconde comptait. Pourtant, ses pieds refusèrent d'avancer. Elle recula légèrement, puis se retourna vers l'homme. Il portait un manteau gris, souillé de poussière, et semblait respirer faiblement. Sans perdre plus de temps, elle se précipita vers lui, s'agenouilla sur le trottoir froid, et posa doucement la main sur son épaule. « Monsieur, vous m'entendez » Ses yeux s'ouvrirent à peine. Il murmura quelque chose d'incompréhensible. Son regard était confus, comme s'il luttait pour rester éveillé. Camille regarda autour d'elle, cherchant de l'aide, mais la foule s'écoulait comme un fleuve indifférent. Elle sortit rapidement son téléphone, composa le numéro des urgences et expliqua la situation aussi clairement que possible. En attendant les secours, elle tenta de le rassurer. Sa voix se voulait douce, bien qu'elle tremblait d'inquiétude. Elle enleva son écharpe et la glissa sous sa tête. Elle ne savait pas qui il était, ni ce qui lui était arrivé. Mais à cet instant, rien d'autre ne comptait que le fait qu'il ne soit pas seul. Les minutes s'étiraient, pesantes. Chaque coup d'œil à sa montre faisait grimper l'angoisse. 8h50. L'entretien était déjà compromis. Mais elle ne pouvait pas partir. Comment aurait-elle pu laisser cet homme sans défense sur un trottoir, dans le froid, comme un objet oublié par la ville? Lorsque les sirènes résonnèrent au loin, elle sentit un mélange de soulagement et de panique. 2 ambulanciers descendirent rapidement du véhicule et prirent le relais avec efficacité. L'homme fut placé sur une civière, encore conscient mais visiblement affaibli. Avant qu'il ne parte, un des ambulanciers demanda son nom qu'elle donna un peu machinalement. Puis elle regarda l'heure une dernière fois. 9h05. Elle se redressa, ramassa son sac et se remit à courir, le cœur lourd mais étrangement calme. Elle ne le savait pas encore, mais ce détour du destin venait de faire basculer sa vie entière.
Camille courait encore quand la sirène de l'ambulance disparut derrière elle, avalée par les bruits familiers de la ville. Elle ne jeta plus un regard en arrière. Ses bottines s'écrasaient sur le trottoir, ses jambes piquaient, ses poumons brûlaient, mais elle continuait. Le quartier d'affaires approchait, et chaque pas était un effort pour rattraper l'irréparable. Pourtant, au fond d'elle, une certitude s'installait déjà. Elle n'arriverait pas à temps. Et si elle n'était pas sûre de ce qu'elle allait dire au recruteur, elle était encore moins certaine de vouloir justifier son retard par ce qu'elle venait de faire. Comment expliquer qu'on avait choisi d'aider un inconnu plutôt que de se battre pour un poste censé changer sa vie? Même dans sa propre tête, cela semblait absurde. Quand elle poussa enfin la porte vitrée de l'immeuble où devait se dérouler l'entretien, l'horloge murale confirma sa crainte. Il était 9h42. Camille se dirigea aussitôt vers l'accueil, la voix haletante. « Bonjour, je devais avoir un entretien avec Madame Durand, pour le poste d'assistante de coordination. » L'hôtesse d'accueil leva les yeux vers elle avec une expression figée, professionnelle, presque mécanique. « Vous êtes très en retard, madame. L'entretien a commencé à 9h précises. Je suis désolé, mais la recruteuse est déjà repartie. » Camille resta là, debout, le souffle court, incapable de formuler une réponse. Elle tenta, malgré tout. « J'ai dû aider un homme qui s'était effondré dans la rue. Il a été emmené par les secours. Je comprends que ça puisse paraître invraisemblable, mais L'hôtesse la coupa doucement, sans agressivité, mais avec une distance claire. « Je vous crois, madame, mais je ne peux rien faire. Vous pouvez envoyer un mail à notre service RH si vous le souhaitez. » Le message était clair. Il n'y aurait pas de seconde chance. Camille sortit du bâtiment plus lentement qu'elle n'y était entrée. Elle n'avait plus la force de courir. Elle traversa la place principale à petits pas, comme en apesanteur, son esprit vidé de toute pensée cohérente. Les vitrines brillantes, les passants bien habillés, les reflets des buildings autour d'elle, tout semblait appartenir à un monde qui ne voulait pas d'elle. Elle rentra chez elle sans même se souvenir du trajet exact. Zoé était à l'école, et l'appartement silencieux paraissait encore plus petit qu'à l'accoutumée. Camille ôta son manteau, s'assit sur le canapé et fixa le vide pendant plusieurs longues minutes. Elle avait tout donné, tout préparé, tout misé sur cette matinée. Et au lieu de franchir une nouvelle étape, elle se retrouvait à nouveau au point de départ. La journée passa dans un flou monotone. Elle tenta d'envoyer quelques candidatures en ligne, mais chaque formulaire semblait une montagne. Chaque lettre de motivation un rappel cuisant de ses échecs récents. Elle alla chercher Zoé à l'école avec un sourire forcé, fit les devoirs, prépara le dîner, coucha sa fille avec une berceuse. Mais même les gestes les plus familiers perdèrent leur sens lorsqu'on avait le cœur plein d'incertitude. Le lendemain fut semblable au précédent, et le jour d'après aussi. 3 jours passèrent sans qu'aucun événement notable ne vienne troubler la routine fragile qu'elle s'efforçait de maintenir. Jusqu'à ce que, dans l'après-midi du 4e jour, son téléphone sonne. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. « Allô ?» Une voix féminine, claire, professionnelle, répondit aussitôt. « Bonjour, je parle à Madame Camille Lefebvre. »« Oui, c'est moi. Je suis Laetitia Bonnel, assistante personnelle de Monsieur Guillaume Moreau. » Le nom ne lui disait rien immédiatement. Camille fronça les sourcils. « Monsieur Moreau souhaiterait vous rencontrer personnellement afin de vous remercier pour l'aide que vous lui avez apportée lundi matin sur l'avenue Montaigne. Vous étiez avec lui quand les secours sont arrivés, n'est-ce pas ?» Le souvenir lui revint brutalement. L'homme allongé sur le trottoir, les yeux flous, les paroles confuses, la civière. Mais comment connaissait-il son nom? « Oui, c'est bien moi, » répondit-elle, déconcertée. « Mais je ne comprends pas. Qui est ce monsieur exactement ?»« Guillaume Moreau est le président-directeur général du groupe Élan Horizon. Il a souhaité vous retrouver afin de vous remercier personnellement. Si vous êtes disponible, je peux vous proposer un rendez-vous à votre convenance. » Camille resta figée. Élan Horizon. Elle connaissait ce nom. Ce groupe figurait parmi les plus grands conglomérats français, actifs dans plusieurs domaines, de l'énergie renouvelable à l'innovation sociale. Elle avait même postulé sans succès pour des postes administratifs dans certaines de leurs filiales. L'homme qu'elle avait aidé ce lundi matin ordinaire était donc ce même Guillaume Moreau, et elle qui s'était sentie ridicule, pensant n'être qu'une passante insignifiante. Elle hésita, confuse, puis répondit prudemment. « Oui, bien sûr, je suis disponible. Quand est-ce qu'il souhaiterait me voir ? Disons, ce vendredi à 10h. »
L'entretien se fera au siège du groupe dans le 9e arrondissement. D'accord, merci. Nous vous attendrons à l'accueil. Bonne journée, Madame Lefebvre. Lorsque la communication fut coupée, Camille resta de longues secondes à fixer son téléphone. Elle n'était pas certaine d'avoir tout compris. Et pourtant, les mots étaient clairs. Guillaume Moreau, PDG d'un empire économique, voulait la voir, elle. Pas pour un emploi cette fois, juste pour la remercier. Un simple merci, ou peut-être quelque chose de plus. Cette nuit-là, elle dormit mal. L'idée de se retrouver face à un homme aussi influent la troublait. Et surtout, elle se demandait encore pourquoi. Pourquoi cette attention soudaine? Pourquoi elle, parmi tant d'autres? Ce monde n'était pas le sien, et elle ne voulait pas nourrir de faux espoirs. Ce genre d'histoire n'arrivait pas dans la vraie vie. Elle ne voulait pas croire à une magie qu'elle savait absente de son quotidien. Le vendredi matin, elle laissa Zoé à l'école avec un baiser rapide, puis prit le tramway, cette fois en avance, jusqu'au centre-ville. Les rues étaient calmes, baignées par une lumière d'hiver douce et pâle. Devant elle, le siège d'Elan Horizon s'élevait comme une forteresse de verre et d'acier. Camille inspira profondément et poussa la porte. Un agent d'accueil la dirigea vers un ascenseur aux parois miroitantes. Elle se vit brièvement dans le reflet, un tailleur sobre, des cheveux attachés, le visage tendu mais déterminé. Tandis que l'ascenseur montait étage après étage, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle franchissait une frontière invisible, celle entre le monde qu'elle connaissait et un autre, inaccessible jusqu'ici. Quand les portes s'ouvrirent, une femme élégante, probablement Laetitia Bonnel, l'attendait déjà. « Bonjour, Madame Lefebvre. Merci d'être venue. Monsieur Moreau vous attend. » Et sans un mot de plus, elle la guida vers une salle aux parois vitrées donnant sur les toits de Paris. Camille inspira encore une fois, plus profondément cette fois, car derrière cette porte, elle allait enfin découvrir qui était vraiment l'homme qu'elle avait trouvé allongé sur un trottoir. Lorsque Camille franchit le seuil du vaste bureau vitré, le silence ambiant fut presque plus impressionnant que la vue panoramique qui s'étendait derrière les vitres. Elle reconnut immédiatement le visage de l'homme qui se tenait debout près de la table de réunion, bien habillé, appuyé légèrement sur le dossier d'une chaise. C'était lui. Cet inconnu étendu sur le trottoir, mal en point, regard perdu, voix presque inaudible. Il se tenait maintenant droit, costume taillé sur mesure, visage reposé, l'air sûr de lui. Son regard s'adoucit lorsqu'il la vit entrer. « Bonjour, Madame Lefebvre. Je suis vraiment heureux que vous soyez venue. » Camille hocha la tête poliment, encore un peu troublée. Elle s'avança prudemment, cherchant où poser les yeux. Le décor tout entier respirait le pouvoir, la réussite. Bois noble, écran intégré, dossier classé par couleur. Rien n'était laissé au hasard. Elle ne savait pas si elle devait s'asseoir sans invitation, alors elle attendit. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-il en désignant la chaise face à lui. Elle s'exécuta, silencieuse, les mains croisées sur ses genoux. Il prit place à son tour lentement, comme s'il cherchait à établir une atmosphère détendue. « Je m'appelle Guillaume Moreau. Vous m'avez trouvé lundi matin rue Montaigne. Vous vous souvenez ?»« Bien sûr, » répondit-elle. « Je suis contente de voir que vous allez mieux. » Il esquissa un sourire. « Vous m'avez littéralement sauvé. Ce jour-là, j'étais sorti marcher tôt. Je n'avais rien mangé depuis la veille. J'étais épuisé par plusieurs nuits sans sommeil, et j'ai perdu connaissance. Ce n'est pas très glorieux, j'en conviens. Ce qu'il est, en revanche, c'est ce que vous avez fait. Vous ne m'avez pas ignoré. Et croyez-moi, beaucoup l'ont fait. » Il marqua une pause, puis se pencha légèrement en avant, posant ses avant-bras sur la table. « Je ne savais même pas votre nom. C'est l'équipe médicale qui m'a informé que vous aviez donné vos coordonnées. J'ai voulu en savoir plus. Et j'ai découvert que vous aviez manqué un entretien, pour un poste ici même, dans cette entreprise. » Camille baissa les yeux mal à l'aise. « Ce n'est pas grave, murmura-t-elle. Je comprends que j'étais en retard. Je n'attendais pas qu'on me donne une seconde chance. Non, ce n'est pas juste que vous ayez perdu cette opportunité pour avoir fait ce qui était simplement humain. C'est pourquoi je tenais à vous rencontrer. Pas uniquement pour vous remercier, mais pour comprendre qui vous êtes. » Elle releva les yeux, surprise par la sincérité de son ton. Il ne parlait pas comme les autres cadres qu'elle avait croisés auparavant, toujours pressé, toujours distant. Il parlait comme quelqu'un qui cherchait vraiment à écouter. « Vous êtes mère célibataire, n'est-ce pas ?» continua-t-il. « Oui. Ma fille s'appelle Zoé. Elle a 6 ans. J'élève seule depuis sa naissance. Et vous vivez à Vénissieux ?
Elle acquiesça. Il avait clairement eu accès à des informations sur elle. Cela aurait pu la mettre mal à l'aise, mais étrangement ce n'était pas le cas. Il n'y avait ni arrogance ni jugement dans son regard. Vous avez travaillé comme assistante de direction pendant plusieurs années, de bons retours de vos précédents employeurs, puis une série de contrats plus courts suite à un licenciement. C'est exact. Alors permettez-moi de vous poser une question. Si on vous proposait aujourd'hui un poste provisoire au sein de notre département des projets sociaux, accepteriez-vous? Camille le fixa, abasourdie. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit immédiatement. Elle s'attendait à un remerciement poli, peut-être un petit cadeau symbolique, pas une proposition de travail, encore moins dans un domaine aussi inattendu. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement ce que vous ressentez. Elle inspira profondément. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai l'impression de ne pas être à ma place ici. Ce monde, ces bureaux, ce n'est pas le mien. Il sourit à nouveau, cette fois avec une nuance de complicité. Le monde ne change que quand on y fait entrer des gens qui pensent ne pas y appartenir. C'est ce que vous avez fait lundi matin. Vous avez changé ma journée. Et peut-être bien plus que ça. Un long silence s'installa, puis il se leva, signalant que la rencontre touchait à sa fin. Réfléchissez. Il ne s'agit pas d'un cadeau, Madame Lefebvre. Il s'agit d'une opportunité. Le poste est provisoire, c'est vrai, mais réel. Vous serez payé correctement. Vous intégrerez une équipe, vous apprendrez. Et qui sait, peut-être que ce ne sera que le début. Camille se leva à son tour. Elle tendit la main, qu'il serra avec assurance. « Merci, dit-elle enfin. Je vais y réfléchir très sérieusement. Faites-le, et dites-moi ce que vous décidez d'ici lundi. » Elle descendit les étages comme dans un rêve éveillé. Dehors, la lumière d'hiver semblait moins dure. Elle s'arrêta sur un banc un instant, la proposition encore chaude dans son esprit. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi, c'était un basculement, une invitation à franchir une ligne qu'elle avait toujours crue infranchissable. Elle pensa à Zoé, à leur vie, aux factures, aux sacrifices. Elle pensa à sa valeur, celle que personne ne voyait, sauf peut-être cet homme. Ce week-end-là, elle ne parla à personne de cette rencontre. Elle garda tout pour elle, comme un secret fragile. Elle observa sa fille jouer dans le salon, rire, dessiner, faire semblant de parler à ses peluches. Et chaque fois qu'elle la regardait, la réponse devenait plus évidente. Ce n'était pas seulement pour elle qu'elle devait accepter, c'était aussi pour Zoé, pour leur avenir. Le lundi matin suivant, elle composa le numéro laissé par l'assistante. « Bonjour, ici Camille Lefebvre. Je voulais vous informer que j'accepte le poste. Je suis prête à commencer dès que possible. » Ce fut dit calmement, mais son cœur battait à tout rompre. Une nouvelle page venait d'être tournée, et cette fois c'était elle qui tenait la plume. Le premier jour dans ce nouveau rôle s'annonçait sans faste ni illusion. Camille s'était levée aux aurores, réveillant Zoé doucement, comme tous les matins, lui préparant son petit déjeuner, puis la déposant à l'école avec un baiser rapide sur le front. Il faisait encore nuit lorsqu'elle prit le tramway, emmitouflée dans un manteau d'hiver usé mais propre, le cœur partagé entre nervosité et détermination. Elle ne savait pas ce qu'on attendait exactement d'elle dans ce service de projets sociaux, ni même pourquoi elle avait réellement été choisie. Mais elle savait ce qu'elle devait faire, travailler sérieusement, apprendre vite et ne rien attendre de plus que ce qui lui avait été proposé. L'entrée dans le bâtiment, cette fois, se fit avec moins d'appréhension. L'accueil la reconnut tout de suite, et une employée du service des ressources humaines l'accompagna dans les étages, lui présentant brièvement les bureaux, les couloirs, les machines à café, et surtout l'équipe avec laquelle elle allait travailler. Le département des projets sociaux occupait une aile moins luxueuse du siège, avec des espaces partagés et des bureaux aux cloisons modestes. On lui assigna un poste dans un coin, une tablette numérique, quelques dossiers à relire, et une mission simple pour commencer. Organiser un tableau de suivi des partenariats en cours. Personne ne l'accueillit avec enthousiasme. Les visages étaient polis, mais fermés. Une certaine méfiance flottait dans l'air. Une nouvelle recrue parachutée sans concours, sans annonce interne et sans parcours classique, attirait forcément des regards interrogateurs. Camille le sentit tout de suite. Une collègue aux cheveux tirés en chignon l'observa longuement avant de se replonger dans ses emails. Un autre, en costume parfaitement ajusté, ne lui adressa même pas un bonjour lorsqu'elle passa près de sa table. Elle comprit rapidement que dans cet univers, la bienveillance n'était pas le réflexe premier.
Elle travailla en silence toute la journée, prenant des notes, reformulant certains passages de dossiers anciens, interrogeant avec prudence un assistant administratif plus jeune, qui, au moins, semblait disposé à lui répondre sans condescendance. À midi, elle déjeuna seule dans une cafétéria aux murs clairs et aux discussions feutrées. Tout paraissait codifié, structuré, hiérarchisé. Elle était à la fois dedans et dehors, tolérée, mais pas intégrée. Les jours suivants furent similaires. Guillaume Moreau ne réapparut pas. Il semblait volontairement éloigné du quotidien de son entreprise. Camille n'était pas surprise. Il avait tenu parole en lui offrant une chance, mais cela ne faisait pas d'elle une protégée, encore moins une proche. Elle s'appliquait à ne pas décevoir, livrant ses tâches à l'heure, participant aux réunions avec sérieux et se tenant à distance des bavardages. Elle avait appris au fil des années que dans les milieux hostiles, le silence valait souvent mieux que les explications. Mais un vendredi après-midi, alors qu'elle classait des documents dans l'archive numérique de l'entreprise, son téléphone interne sonna. Elle hésita avant de décrocher. « Madame Lefebvre, dit une voix féminine, ici Laetitia Bonnel. Le président Moreau souhaiterait vous inviter à une réception privée qui aura lieu jeudi prochain. Il s'agit d'un événement annuel interne de l'entreprise, un dîner formel en présence de partenaires et collaborateurs. Votre présence est demandée. » Camille resta interdite un instant. « Est-ce obligatoire ? Disons que ce serait très apprécié. » Elle répondit qu'elle viendrait et nota les détails. Un restaurant en hauteur privatisé pour l'occasion, tenue de ville exigée. Elle raccrocha sans poser plus de questions. Le jeudi arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Elle avait hésité à s'acheter une robe neuve, mais ses moyens ne le permettaient pas. Elle opta pour une tenue simple, sobre, qu'elle avait conservée depuis un mariage auquel elle avait assisté 2 ans auparavant. Elle attacha ses cheveux elle-même, appliqua un maquillage discret et confia Zoé à une voisine de palier qui accepta gentiment de la garder pour la soirée. Elle prit un taxi, n'osant pas arriver en transport en commun à un événement aussi formel. L'établissement brillait à travers ses vitres, suspendu au sommet d'un immeuble dominant Paris. À l'intérieur, les invités arrivaient par grappes élégantes, les voix se mêlaient, les sourires se multipliaient dans un ballet mondain. Camille entra sans savoir où se mettre. Laetitia la salua brièvement, puis lui indiqua sa place, table numéro 3. Lorsqu'elle s'y installa, elle eut un moment de flottement. Guillaume Moreau y était déjà assis, en grande conversation avec un homme d'une 50aine d'années. Lorsqu'il la vit, il interrompit poliment son interlocuteur et se leva pour l'accueillir. « Bonsoir, Madame Lefebvre. Merci d'avoir accepté l'invitation. » Elle répondit par un simple bonsoir, s'asseyant avec prudence. Elle sentait les regards autour d'elle, certains curieux, d'autres carrément désapprobateurs. Elle n'avait pas les codes, ni le ton, ni les références. Elle se sentait déplacée. Pourtant, au fil du repas, la conversation se détendit. Guillaume s'adressait à elle sans filtre, posant des questions simples mais sincères. Comment elle trouvait le poste, si les horaires étaient compatibles avec sa vie de famille, si elle avait des idées à partager pour les projets en cours. Elle répondit avec réserve mais sans crainte. Son ton était direct, respectueux et parfois même teinté d'humour. Il écoutait, opinait, souriait parfois. Elle surprit même un de ses voisins de table, froncer les sourcils en entendant Guillaume lui demander son avis sur une action sociale à venir à Marseille. Mais au fond, elle sentait toujours cette distance. Les serveurs passaient avec aisance entre les tables, les discussions sur les fusions d'entreprises, les taux de rendement et les projets internationaux lui donnaient l'impression d'être une étrangère dans un pays dont elle ne parlait pas la langue. Elle évita de trop manger, de peur d'avoir un geste maladroit. Elle parla peu, écouta beaucoup. À la fin de la soirée, Guillaume lui serra à nouveau la main avec chaleur. « J'espère que vous vous êtes senti bien parmi nous. » Elle sourit poliment. « Ce n'est pas encore tout à fait naturel, mais je vous remercie de m'y avoir invité. Vous avez toute votre place ici, même si cela ne vous paraît pas encore évident. » Elle ne répondit rien. Le chemin du retour fut silencieux. La ville brillait sous les lampadaires, mais Camille avait l'impression de traverser une frontière invisible. Ce dîner, au-delà du protocole, avait ouvert une brèche. Pas encore une opportunité, pas une promesse, mais un passage possible. Le lendemain matin, à peine avait-elle franchi le seuil de l'open space qu'elle sentit l'atmosphère différente. Les conversations s'arrêtaient quand elle passait. Des sourires figés, des regards insistants. Quelque chose avait changé.
Elle ne savait pas encore quoi, ni dans quelle mesure cela allait affecter son quotidien au sein de l'entreprise. Mais une chose était certaine, les gens savaient désormais qu'elle avait été invitée à cette soirée. Et dans ce milieu, une invitation signifiait souvent plus qu'un simple remerciement. Dès le lundi matin, Camille sentit que quelque chose flottait dans l'air. Ce n'était pas une atmosphère de crise ni une ambiance de victoire, mais une tension diffuse, comme une page qui s'apprête à tourner sans qu'on sache encore ce qu'elle révélera. Les couloirs étaient calmes, les réunions planifiées, les collaborateurs présents à leur poste, mais les regards se prolongeaient un peu plus que d'habitude lorsqu'elle passait. Elle n'était plus tout à fait l'inconnue silencieuse du fond du couloir. Le dîner avec le président Moreau avait laissé une empreinte, et même si elle n'avait rien fait de spectaculaire, sa simple présence à cette table avait suffi à déclencher un changement subtil dans la perception que les autres avaient d'elle. Elle se concentra sur son travail avec encore plus d'application, refusant de céder à la pression ambiante. Les projets en cours étaient nombreux. Camille s'impliquait particulièrement dans la coordination des dossiers liés à l'inclusion numérique, un des volets du programme que le département social développait dans les quartiers sensibles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle relisait les bilans, restructurait les rapports, proposait des formats plus clairs pour les suivis d'indicateurs. Sa rigueur méthodique lui permettait de se faire une place discrète, mais de plus en plus reconnue. Ce mardi-là, à 11h30, elle reçut un mail de la part de Laetitia Bonnel. Aucun objet mystérieux, aucune formule étrange, seulement une phrase précise. « Monsieur Moreau souhaite vous voir au 32e étage à 14h précises. » Elle relut le message 2 fois, puis referma son ordinateur sans rien dire. La journée se poursuivit normalement, mais chaque minute qui s'écoulait rapprochait le moment de cette rencontre. Elle savait que l'étage en question était celui de la direction exécutive. Elle n'y était encore jamais montée. Là-haut se prenaient des décisions qui faisaient trembler les chiffres et remuaient les budgets. Là-haut, les erreurs n'étaient pas permises. À 13h58, elle se tenait devant l'ascenseur. Elle portait une veste noire ajustée et une chemise crème boutonnée jusqu'au col. Rien de luxueux, mais chaque détail était maîtrisé. Elle monta seule, les chiffres défilant lentement devant ses yeux. 25, 26, 27, 32. Les portes s'ouvrirent dans un silence presque religieux. Laetitia l'attendait à la sortie. Toujours impeccable, cheveux tirés, tablette à la main. « Bonjour, Madame Lefebvre. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Elles traversèrent un long couloir décoré de photographies encadrées, des clichés de projets internationaux, de rencontres politiques, de moments institutionnels immortalisés avec soin. La salle, au fond du couloir, avait une porte vitrée qui s'ouvrit sans bruit. Guillaume Moreau se tenait debout, une tasse à la main face à une large baie vitrée donnant sur Paris. Il se retourna à leur entrée, posa sa tasse et lui fit un signe de tête. « Merci, Laetitia, laisse-nous. » Camille entra, droite, le regard franc mais prudent. Il désigna une chaise devant lui. Elle s'assit. « Merci d'être venu. J'espère ne pas interrompre un dossier urgent. »« Non, j'avais terminé mes synthèses du matin, » répondit-elle simplement. « Bien, alors je vais aller droit au but. J'ai suivi de près votre travail ces dernières semaines. Vos rapports sont précis, vos recommandations pertinentes. Et surtout, vous êtes resté fidèle à une ligne discrète mais solide. Vous ne cherchez pas à vous faire remarquer, et pourtant votre efficacité parle d'elle-même. » Camille, surprise par la tournure directe de la conversation, se contenta d'un léger hochement de tête. « Je vous ai invité à ce dîner la semaine dernière pour une raison simple. Observez. Je voulais voir comment vous réagiriez dans un environnement qui, avouons-le, ne vous est pas familier. Et j'ai été impressionné par votre calme, votre retenue et surtout votre lucidité. » Il s'interrompit un instant, s'assit face à elle, puis posa les coudes sur la table. « Laissez-moi vous dire quelque chose que peu de dirigeants avoueraient. Je suis tombé ce matin-là dans la rue à cause d'un excès de travail, d'une hygiène de vie douteuse et d'un aveuglement complet vis-à-vis de mes propres limites. Si vous n'étiez pas intervenu, je serais resté là, sur ce trottoir, à attendre qu'un autre hasard me sauve. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est que vous avez perdu une opportunité pour un inconnu. Et ce genre de geste est devenu extrêmement rare dans notre époque. » Camille l'écoutait sans interrompre, attentive, mais toujours sur la réserve. Elle ne savait pas si ces paroles étaient un prélude à une proposition ou une simple déclaration de gratitude prolongée. « Ce que je vais vous dire maintenant est délicat, mais j'y tiens.
J'ai fait vérifier la raison pour laquelle vous n'aviez pas été reçu lors de votre entretien manqué. Et j'ai constaté que notre politique de recrutement est parfois trop rigide, trop impersonnelle. Vous avez été écarté sans que personne ne cherche à comprendre ce qui s'était passé. C'est inacceptable. Camille sentit une légère tension monter en elle. Elle n'avait pas envie qu'on la plaigne, ni qu'on tente de réparer par fierté une erreur administrative. Elle s'apprêta à répondre, mais il la devança. C'est pourquoi je souhaite vous proposer une place plus concrète dans notre organisation. Vous avez des qualités humaines et professionnelles que nous devons intégrer à nos processus. Une entreprise comme la nôtre se doit de travailler non seulement avec des chiffres, mais aussi avec des convictions. Il lui tendit un dossier. Elle le prit et le feuilleta lentement. Il s'agissait d'un projet pilote, orienté sur l'accompagnement de jeunes en rupture scolaire, à travers des ateliers pratiques et des partenariats avec des centres locaux. Le poste qu'il lui proposait, chargé de coordination territoriale, avec autonomie partielle, budget défini et équipe réduite. C'est une mission à durée déterminée, précisa-t-il, mais avec de réelles responsabilités. Ce n'est pas un test, c'est une confiance. Camille referma le dossier, le regard encore fixé sur la couverture. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. Il la fixa quelques secondes avant de répondre. « Parce que vous m'avez vu, là où d'autres m'ont ignoré. Et je pense que votre façon de voir les choses peut faire une différence, là où les regards formatés échouent. » Un silence s'installa, mais il n'était pas lourd, plutôt dense de ce qui venait d'être dit. Camille acquiesça doucement. « J'accepte. » Il sourit pour la première fois depuis le début de la rencontre, non pas d'un sourire satisfait, mais d'un soulagement sincère. « Bien, vous commencerez lundi. Prenez le temps de lire le dossier ce week-end. Si vous avez des questions, vous passerez directement par moi. » Elle se leva, serra sa main. Cette fois, le geste fut plus ferme, plus égal. Il n'y avait plus d'endettement, plus de dette. Juste une reconnaissance mutuelle et un engagement nouveau. Lorsqu'elle sortit du bureau, le 32e étage lui semblait moins inaccessible. Elle reprit l'ascenseur, traversa les couloirs familiers et regagna son poste. Elle ne dit rien à personne. Mais ce jour-là, elle sut que quelque chose avait changé. Non pas autour d'elle, mais en elle. Camille passa le week-end suivant à relire, à noter, analyser chaque page du dossier que Guillaume lui avait remis. Elle s'imposa la même rigueur que lorsqu'elle préparait un entretien ou révisait un contrat important. Elle surligna les points sensibles, nota les manques, réfléchit aux implications concrètes des partenariats proposés et aux contraintes de terrain que le projet pouvait rencontrer. Il s'agissait d'un programme d'accompagnement destiné à des jeunes en décrochage scolaire avec une approche centrée sur l'autonomie, les compétences pratiques et la réinsertion par des ateliers concrets. Le genre de projet qui, sur le papier, semblait inspirant mais qui, mal appliqué, pouvait vite se transformer en vitrine creuse. Camille le savait, car elle avait grandi dans un quartier où les promesses sociales venaient souvent sans lendemain. Lorsqu'elle reprit le travail le lundi matin, elle avait en tête plusieurs pistes d'amélioration. Dès les premières heures, elle rencontra les référents du service pour obtenir les fichiers de terrain, les contacts locaux, les résultats des précédents projets similaires. Personne ne lui demanda pourquoi elle s'y intéressait soudainement de si près. Mais certains ne tardèrent pas à faire le lien. Le bruit avait circulé que le PDG lui avait confié une nouvelle mission, et avec cette rumeur naquit une forme de tension supplémentaire. Les collègues qui l'avaient ignorée jusque-là commencèrent à la saluer avec une politesse sèche. Les regards se firent plus scrutateurs, les discussions plus codées. On ne lui disait rien directement, mais elle percevait les glissements. Son espace de travail n'était plus neutre. Il devenait un terrain d'observation. Camille, pourtant, ne changea rien à son attitude. Elle continuait à arriver à l'heure, à accomplir ses tâches avec méthode et à se taire lors des pauses café. Elle savait que toute réaction excessive serait interprétée comme de l'arrogance ou de la faiblesse. Elle avait appris à avancer dans les interstices, à se frayer un chemin sans bruit. La proposition de Guillaume n'avait pas seulement modifié sa position hiérarchique. Elle avait ouvert une brèche entre elle et les autres. Certains la considérèrent désormais comme une intruse favorisée. D'autres, plus discrets, semblaient intrigués, voire admiratifs. Mais tous l'observaient. Et elle en était pleinement consciente. Le mercredi suivant, elle fut convoquée à une réunion préparatoire avec 3 autres membres du département, dont Marianne Pouget, une cadre expérimentée qui dirigeait depuis 5 ans les relations avec les collectivités territoriales.
La réunion avait lieu dans une salle fermée, sobrement meublée, avec un tableau blanc, un vidéoprojecteur et un long plan de travail recouvert de documents imprimés. Dès le début de l'échange, Camille comprit que cette réunion serait un test. Marianne prit la parole la première, exposant les grandes lignes du projet tel qu'il avait été conçu par l'équipe initiale. Elle parlait avec assurance, chiffres à l'appui, schémas à l'écran et citations de rapports ministériels. Camille écoutait attentivement, prenant des notes, interrogeant ponctuellement sur certains aspects. Puis, sans qu'on ne le lui demande explicitement, elle fit une remarque précise sur la viabilité du calendrier proposé. Si on vise une mise en œuvre dès le mois de mai, il faudra anticiper la disponibilité des animateurs en période d'examen. Beaucoup de jeunes en insertion passent des certifications pendant cette période. On risque d'avoir un taux d'absentéisme élevé si on ne prévoit pas une flexibilité dans le planning. Un silence suivit. Marianne la fixa brièvement, puis reprit. C'est un point à prendre en compte, effectivement. Nous le noterons. Camille poursuivit sur d'autres aspects, notamment la coordination avec les structures associatives locales, souvent sollicitées mais peu consultées en amont. Elle proposa une cartographie des acteurs déjà engagés sur le terrain, en expliquant que certaines redondances risquaient de diluer l'impact du programme. Les réactions furent mitigées. 2 participants opinèrent discrètement, un autre resta neutre. Marianne, quant à elle, conclut la réunion avec courtoisie mais sans commentaire spécifique sur l'intervention de Camille. En sortant de la salle, elle sentit qu'un cap avait été franchi. Elle n'était plus seulement une employée discrète à qui on avait offert une seconde chance. Elle devenait une voix qui pouvait être entendue, et donc potentiellement dérangeante. Le lendemain, elle reçut un appel direct de Guillaume Moreau. Il ne passa pas par son assistante cette fois. « Bonjour Camille. J'ai eu un retour de la réunion d'hier. Il paraît que vous avez soulevé quelques contradictions intéressantes. J'ai seulement relevé des points qui pourraient nuire à l'efficacité du projet, répondit-elle sobrement. C'est exactement pour cela que je vous ai choisi. Vous parlez de manière concrète. Vous ne cherchez pas à faire joli, vous cherchez à faire juste. Je voulais vous proposer quelque chose. Elle attendit, immobile. J'aimerais que vous représentiez le groupe lors d'un comité régional d'évaluation de projets sociaux. Il aura lieu à Clermont-Ferrand dans 2 semaines. Ce sera l'occasion de tester votre capacité à défendre vos idées devant des élus, des responsables associatifs et d'autres entreprises partenaires. Vous serez seul à parler au nom du projet. Camille prit une seconde avant de répondre. « D'accord, j'accepte. » Elle raccrocha avec un calme apparent, mais une certaine fébrilité intérieure. Cette nouvelle mission ne relevait plus du simple terrain, ni même de l'exécution. Il s'agissait désormais de stratégie, de parole publique, de représentation. Un nouveau niveau de confiance, mais aussi un nouveau niveau d'exposition. Pendant les jours suivants, elle prépara son intervention avec minutie. Elle relut les rapports d'évaluation précédents, étudia les indicateurs utilisés par les collectivités, appela certains interlocuteurs déjà identifiés sur le terrain pour mieux comprendre leurs attentes. Elle ne voulait pas improviser, elle voulait convaincre. Non pour briller, mais pour démontrer que son engagement était réel, réfléchi et solide. La veille de son départ, elle dîna avec Zoé plus tôt que d'habitude. Sa fille lui posa 1000 questions sur le voyage. Curieuse, vive, enthousiaste à l'idée que sa mère prenne le train pour une mission importante. Camille lui expliqua avec des mots simples ce qu'elle allait faire, et dans le regard de l'enfant, elle vit une fierté silencieuse qui la renforça plus que n'importe quelle reconnaissance professionnelle. Le matin du départ, elle se leva avant l'aube, s'habilla sobrement mais avec soin, et prit un taxi jusqu'à la gare. Dans le train, elle relut une dernière fois son discours. La campagne défilait par la fenêtre, et avec elle, les souvenirs de ce matin glacé où elle avait interrompu sa course pour secourir un inconnu. Elle ne se doutait pas, alors, que ce geste bouleverserait non seulement son quotidien, mais sa manière de se percevoir. À son arrivée à Clermont-Ferrand, elle fut accueillie par un membre du comité d'organisation, installé à une table ronde dans une salle municipale. Le public était modeste mais exigeant. Lorsqu'elle prit la parole, elle sentit son cœur battre plus vite, mais sa voix resta ferme. Elle parla des jeunes, de l'importance de les écouter avant de les diriger, des besoins réels des quartiers plutôt que des projections théoriques. Elle conclut en affirmant que l'efficacité d'un projet social ne se mesure pas uniquement au nombre de bénéficiaires, mais à la qualité du lien établi avec eux. À la fin de son intervention, plusieurs membres du comité la félicitèrent.
Certains demandèrent son contact, d'autres évoquèrent des pistes de collaboration. Elle sentit, en sortant de la salle, que sa voix avait porté. Ce soir-là, seule dans sa chambre d'hôtel, elle pensa longuement à sa trajectoire. Elle n'avait rien demandé, rien forcé. Elle avait seulement choisi de rester fidèle à ses principes. Et c'était peut-être cela, sa plus grande victoire. De retour à Lyon après son déplacement à Clermont-Ferrand, Camille se sentit immédiatement replongée dans la réalité d'un univers professionnel où les silences pesaient autant que les paroles. Si la réception de son intervention par les membres du comité régional avait été clairement positive, elle savait que cette reconnaissance externe pouvait être perçue comme une menace par ceux qui, au sein de l'entreprise, n'avaient jamais validé sa présence. Elle n'était pas naïve. Il n'y avait eu ni félicitations officielles, ni retour structuré de la part de ses supérieurs directs. Elle reprit sa place dans l'open space comme si rien ne s'était passé, les écouteurs dans les oreilles pour masquer les murmures, les yeux rivés sur son écran pour éviter les regards. Le premier défi qu'elle affronta n'était pas technique, mais humain, la méfiance. Depuis la promotion partielle reçue de la main du PDG lui-même, chaque interaction devenait un test tacite, chaque réunion un espace sous surveillance. Certains collègues se montraient soudainement cordiaux, comme s'ils cherchaient à se rapprocher d'elle maintenant qu'elle occupait un poste stratégique. D'autres, à l'inverse, affichaient un froid distant, ne répondant à ses demandes qu'avec des réponses sèches ou des délais volontairement allongés. Ce climat d'ambiguïté permanente demandait une énergie constante pour rester concentrée sur l'essentiel. Camille comprit rapidement qu'elle devait faire ses preuves 2 fois plus que les autres, non seulement pour montrer qu'elle méritait sa place, mais aussi pour démontrer que son parcours atypique n'était pas une anomalie accidentelle. Elle passa donc ses journées à jongler entre les responsabilités liées à sa nouvelle fonction de coordination et les tâches plus classiques du service. Ses horaires s'étiraient sans qu'elle ne s'en plaigne. Chaque rapport envoyé était relu 3 fois, chaque réunion préparée avec précision. Elle refusait toute approximation. Le second défi était personnel, Zoé. L'allongement de ses journées signifiait qu'elle devait s'appuyer davantage sur la garderie scolaire ou sur la disponibilité ponctuelle d'une voisine. Sa fille, vive et sensible, ne se plaignait pas, mais Camille voyait bien qu'elle cherchait sa mère du regard plus longtemps le soir. Elle s'efforçait de compenser par des rituels immuables, le dîner ensemble, l'histoire avant de dormir, la vérification des devoirs, aussi tard que cela puisse être. Elle avait fait le choix de changer de trajectoire pour offrir un avenir meilleur à Zoé, mais ce choix avait un coût immédiat. Le temps partagé, réduit, fragmenté, précieux. Malgré cela, Camille ne faiblissait pas. Lorsqu'elle arrivait au bureau chaque matin, c'était avec la même détermination. Elle savait que l'équilibre était fragile, mais elle refusait de céder à la fatigue ou à l'irritation. Elle s'était battue trop longtemps pour baisser les bras maintenant. Mais ce maintien d'effort constant avait un revers. Elle se sentait de plus en plus seule. Guillaume, quant à lui, restait à distance. Depuis son retour de mission, il n'avait échangé que quelques mots en croisant dans les couloirs ou par mail, toujours dans un ton strictement professionnel. Il ne la sollicitait plus directement, ne donnait aucun signe de favoritisme. Il semblait vouloir laisser le système juger par lui-même. Et pourtant, Camille sentait qu'il l'observait, qu'il suivait discrètement son évolution, ses décisions, la manière dont elle gérait les tensions. Ce n'était pas du contrôle, mais une forme de veille, comme s'il voulait voir jusqu'où elle pouvait aller sans intervention extérieure. Elle n'en était ni flattée ni inquiète. Elle comprenait intuitivement que c'était une autre phase du processus, exister non pas parce qu'on vous soutient, mais parce qu'on se rend indispensable. Les tensions culminèrent lors d'une réunion hebdomadaire où Camille présenta un état d'avancement du projet pilote. Devant une dizaine de collègues, elle exposa les obstacles logistiques, les premières réussites, et formula des recommandations pour améliorer l'implémentation dans 2 nouveaux quartiers. Ces propositions étaient étayées par des chiffres, des témoignages et des données concrètes. Mais dès la fin de son intervention, Marianne Pouget prit la parole avec un ton apparemment calme, mais chargé d'ironie. « Je trouve admirable qu'en si peu de temps, vous ayez une vision aussi précise de territoire que vous n'aviez jamais fréquenté jusqu'à récemment. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle la regarda, pesa ses mots, puis dit d'une voix posée « Ce ne sont pas mes intuitions. Ce sont les retours des coordinateurs locaux, les analyses de fréquentation, les comparatifs avec les phases précédentes du programme.
Tout est dans les annexes que j'ai transmises ce matin. Le silence qui suivit était révélateur. Marianne n'insista pas. Elle se replia sur un haussement d'épaule, et le reste de la réunion se poursuivit, mais la tension restait palpable. Camille, elle, ressentit pour la première fois une forme de solidité intérieure. Elle ne s'était pas laissée intimider. Elle avait répondu avec des faits. Et c'est ce langage que le monde professionnel comprenait, au-delà des rumeurs, des jalousies ou des clans. Quelques jours plus tard, une invitation officielle fut envoyée à tout le service. Un événement de bienfaisance organisé par Elan Horizon dans un centre culturel de la ville, visant à présenter les résultats de plusieurs initiatives sociales financées par le groupe. Camille fut incluse dans les organisateurs. Elle savait que cette soirée serait cruciale, non pour son poste mais pour sa légitimité. Elle allait devoir représenter le projet, dialoguer avec les bénéficiaires, les partenaires et les dirigeants. Le soir venu, elle arriva sur les lieux bien en avance. Elle vérifia les installations, échangea avec les intervenants, salua les invités au fur et à mesure de leur arrivée. Puis au moment où elle s'apprêtait à se mêler discrètement à la foule, on lui signala qu'elle devait s'installer à la table centrale, celle du comité exécutif, celle où, encore une fois, siégerait Guillaume Moreau. Elle prit place sans commenter, salua les convives avec respect, et resta silencieuse pendant les premiers échanges. Mais bientôt, Guillaume engagea la conversation avec elle, posant une question sur les prochaines étapes du projet qu'elle coordonnait. Cette fois, elle ne se contenta pas d'une réponse factuelle. Elle exposa ses doutes, ses hypothèses, ses ambitions. Il l'écouta longuement, les yeux fixés sur elle, avec une attention rare. Ce moment suspendu n'échappa à personne. Plusieurs invités, y compris des cadres de haut rang, prenaient mentalement note de cet échange. Camille ne s'en rendit compte qu'en croisant les regards autour de la table. Elle comprit qu'elle venait, sans l'avoir cherché, de franchir une ligne symbolique, celle qui sépare l'invitée silencieuse de la professionnelle, à qui l'on accorde une voix. Mais avec cette reconnaissance naissante, un nouveau cycle de jugement allait commencer. Et cette fois, elle allait devoir y faire face sans l'ombre protectrice de l'anonymat. L'événement caritatif s'était déroulé sans heurts, dans une ambiance maîtrisée, presque trop parfaite pour être honnête. Camille, bien que concentrée sur ses responsabilités, avait senti le poids de chaque regard, chaque sourire, chaque parole mesurée échangée autour d'elle. Les tables étaient disposées selon une logique rigoureuse, hiérarchique, comme pour rappeler à tous leur place dans la structure. Le placement de Camille à la table centrale n'était donc pas un hasard. C'était une décision visible, assumée, presque provocatrice dans ce monde où chaque détail avait une portée politique. Guillaume Moreau arriva en toute simplicité, sans escorte, serrant quelques mains, saluant avec sobriété les invités clés. Lorsqu'il prit place à côté de Camille, ce fut comme si l'air changeait légèrement autour de la table. Les conversations prirent un ton plus prudent, plus stratégique. Certains évitèrent soigneusement de trop lui parler, d'autres profitèrent de sa présence pour exposer leurs projets ou tenter de glisser une remarque calculée. Camille, elle, resta silencieuse au début. Elle observait, notait les dynamiques, comprenait sans qu'on ait besoin de lui expliquer que ce genre de dîner était autant une scène qu'un test de comportement. Le service débuta, discret et rapide. Pendant l'entrée, un velouté de légumes divers délicatement présentés, les échanges se firent plus détendus. Guillaume se tourna vers Camille et lui posa une question simple sur sa perception de l'efficacité du programme de mentorat mis en place dans les lycées partenaires. Elle répondit en détail, précisant ce qui fonctionnait, ce qui devait encore être ajusté. Elle évoqua sans détour les réticences de certains établissements à s'engager durablement et proposa des solutions pour renforcer l'ancrage local du dispositif. Sa réponse fut reçue avec un certain intérêt, mais aussi avec une forme d'étonnement à peine voilé. Le ton de sa voix n'était ni prétentieux ni hésitant. Il était posé, précis et surtout indépendant. Elle ne cherchait pas à plaire, ni à s'aligner sur les discours convenus. Elle parlait d'expérience, d'observation, et cela dérangeait ceux qui misaient sur la langue de bois comme outil de navigation. Guillaume ne dit rien pendant quelques secondes, puis répondit avec sobriété « C'est exactement ce type d'analyse que nous avons besoin de renforcer ». Il se tourna vers un des directeurs présents à la table, ajoutant « Il faudrait qu'on fasse circuler les retours de terrain de Madame Lefebvre au sein de la commission d'évaluation. Il y a là des éléments concrets,
pas simplement des indicateurs. Le directeur en question acquiesça poliment, mais Camille perçut la crispation dans son regard. Elle comprit qu'elle venait, une fois encore, de troubler une mécanique bien huilée. Et si certains l'écoutaient, d'autres commençaient à l'accuser en silence d'occuper une place qu'elle n'avait pas méritée, selon leurs critères internes. Le reste du dîner se déroula dans une ambiance feutrée. Camille continua d'écouter davantage qu'elle ne parlait. Elle observait les dynamiques, notait les non-dits, repérait les alliances implicites. Elle comprenait de plus en plus les règles de ce jeu-là. Il ne suffisait pas de bien travailler. Il fallait exister dans l'équilibre fragile entre compétence, discrétion et visibilité. Trop de réserve et on vous oubliait. Trop d'exposition et on vous suspectait d'ambition déplacée. À la fin du repas, les invités commencèrent à se lever. Les conversations devinrent plus détendues, les visages plus mobiles. Camille profita de l'instant pour se glisser hors de la table, prétextant d'aller saluer un coordinateur d'un projet dont elle avait lu le rapport. Elle s'éloigna de l'attention principale sans attirer l'attention, comme elle savait si bien le faire. Elle resta encore une demi-heure, échangeant avec quelques intervenants, posant des questions précises sur leurs difficultés, proposant de les recontacter pour approfondir certaines idées. Chaque interaction était sincère, mais stratégique. Elle savait que son positionnement dans l'entreprise restait fragile. Elle ne pouvait pas se permettre l'improvisation. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, après avoir récupéré Zoé endormie chez la voisine, elle s'assit longuement dans le silence de son salon. La soirée avait été un succès apparent, mais elle savait que le vrai bilan viendrait plus tard. Les rumeurs, les remarques, les analyses à voix basse autour de la machine à café. Dans ce genre de milieu, les réactions se formulaient rarement en face. Et de fait, dès le lendemain matin, elle sentit une ambiance plus dense au bureau. Le moindre bonjour semblait peser. Des collègues qui jusque-là l'ignoraient totalement la saluaient avec une politesse étrange. D'autres détournèrent le regard ou cessaient leur conversation à son approche. Quelque chose circulait, sans qu'elle ne sache exactement quoi. Ce ne fut qu'à la pause de 10 heures qu'elle entendit, sans le vouloir, une phrase qui confirma ses soupçons. Apparemment, elle s'est fait inviter personnellement par Moreau à sa table. Elle n'a pas perdu de temps. La voix était basse, sarcastique, suivie d'un léger rire étouffé. Camille n'eut pas besoin de se retourner pour savoir à qui elle appartenait. Elle n'intervint pas. Elle rangea ses affaires calmement et retourna à son poste. Mais au fond d'elle, une inquiétude s'installait. Pas à cause du contenu des rumeurs, mais de leur nature. Elle savait que ce genre de suspicion pouvait miner une réputation plus sûrement que n'importe quelle faute professionnelle. L'après-midi, elle croisa Guillaume brièvement dans un couloir. Il lui adressa un signe de tête neutre, presque distant. Ce geste, anodin en surface, renforça le sentiment qu'il prenait volontairement ses distances, probablement pour ne pas alimenter davantage les interprétations malveillantes. Camille le comprenait, mais cela la plaçait dans une situation inconfortable. Elle devait désormais avancer seule, sans soutien visible, sous un projecteur qu'elle n'avait jamais cherché à allumer. Elle décida alors de se recentrer sur son travail avec une rigueur encore plus grande. Elle réduisit ses interactions non essentielles, ne participa plus aux discussions informelles, se consacra entièrement à la structuration des dossiers de suivi. Elle proposa des indicateurs de performance alternatifs, plus adaptés aux réalités du terrain, travailla sur des outils d'évaluation collaboratifs et mit en place un système de remontée d'informations anonymes pour les associations partenaires. Elle ne cherchait pas à impressionner, seulement à rendre son travail incontestable. Mais au fil des jours, elle sentit que les doutes ne cessaient pas. Certaines réunions se concluaient sans qu'on ne lui adresse la parole. Des courriels restaient sans réponse. Et lorsqu'un document qu'elle avait préparé fut présenté par un autre collègue, sans mention de son nom, elle comprit que ce n'était pas de l'oubli. C'était une stratégie. Le climat devenait pesant. Elle n'était pas seule dans le service, mais elle ne pouvait compter sur personne. Et pendant ce temps, le silence de Guillaume persistait. Il n'intervenait pas, ne la convoquait plus, laissait le système réagir. Camille, lucide, voyait cela comme une nouvelle phase, un test. Mais même si elle l'acceptait, la solitude commençait à peser. Elle n'en parla à personne, pas même à Zoé, dont le quotidien restait son ancrage le plus stable. Mais elle se demandait combien de temps encore elle pourrait maintenir cette tension, et surtout, jusqu'à quel point elle serait capable d'encaisser sans que cela n'altère son calme, son discernement ou sa motivation.
car elle sentait que l'épreuve ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent l'événement caritatif se transformèrent en un labyrinthe de perceptions ambiguës, de conversations tronquées, de soupçons déguisés. Camille, bien qu'habituée à l'indifférence polie des environnements de travail hiérarchisés, découvrait désormais la forme la plus insidieuse du rejet. Celui qui se dissimule sous des gestes civils, mais se nourrit de murmures, de demi-sourires et de regards évités. Il ne s'agissait plus simplement de la considérer comme une nouvelle venue, ni même comme une collègue inhabituelle au parcours hors norme. Désormais, elle était perçue comme un élément perturbateur, une anomalie que l'on devait contenir, voire marginaliser. Les premières semaines de son intégration avaient été marquées par la prudence. Désormais, elle faisait face à un soupçon ouvert, celui de la connivence. Les mots n'étaient jamais dits à haute voix, mais les implications circulaient librement dans les couloirs. Si elle avait été invitée à la table du PDG, si elle bénéficiait de son attention, ce ne pouvait être qu'en raison d'un intérêt personnel déguisé. Camille, bien que droite dans ses actions, ne pouvait pas contrôler l'imagination des autres. Et dans ce type de milieu, l'imagination devenait parfois l'arme la plus destructrice. Un matin, en ouvrant sa boîte mail, elle découvrit une note interne anonyme qui avait été partagée dans l'équipe. Le texte évoquait, sans la nommer, la question des affectations exceptionnelles non justifiées par des compétences identifiées. Elle lut et relut ces mots. Leur anonymat ne la protégeait pas. Elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un message codé. Ce genre de document, même sans signature, circulait toujours avec une intention précise. Installer le doute, affaiblir la légitimité, forcer l'isolement. Elle aurait pu réagir, demander une réunion, clarifier son rôle. Mais elle choisit une autre voie, la constance. Plutôt que de répondre à la rumeur, elle se concentra sur la qualité de son travail. Elle produisit des rapports irréprochables, anticipa les réunions avec des propositions solides, affina les partenariats en nouant un dialogue direct avec les associations de terrain. Peu à peu, son nom commença à apparaître dans les comptes rendus comme une référence. Non parce qu'elle se mettait en avant, mais parce que son implication devenait impossible à ignorer. Malgré cela, la suspicion restait tenace. Un après-midi, alors qu'elle sortait d'un rendez-vous avec un acteur associatif local, elle croisa deux collègues dans l'ascenseur. L'un d'eux s'interrompit brusquement lorsqu'il la vit entrer. L'autre continua à parler plus fort qu'il ne le fallait. En tout cas, certains ici savent très bien comment se rendre utiles à la direction. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Camille ne répondit pas. Elle fixa l'écran qui affichait les étages, attendant que les portes s'ouvrent. Mais ce genre d'incident répétitif, même mineur en apparence, usait son calme. Elle rentrait chez elle chaque soir plus tendue, plus fatiguée. Zoé, toujours attentive, lui posait de petites questions avec innocence, auxquelles Camille répondait en détournant habilement la vérité. Elle ne voulait pas que sa fille sente la pression, ni qu'elle comprenne que le monde adulte pouvait parfois être aussi cruel que les cours de récréation. Et pourtant, au milieu de cette tension rampante, un autre phénomène se produisait. Guillaume Moreau, bien qu'absent physiquement de ses journées, avait commencé à lui transmettre certains documents stratégiques en copie directe. Elle recevait des synthèses de projets à venir, des demandes d'avis sur des orientations budgétaires et même une invitation à une réunion restreinte sur le développement territorial de la fondation du groupe. Ce n'était pas une promotion officielle, ni même une délégation déclarée. C'était un signal clair. Il avait confiance en elle. Ces signes, bien que discrets, renforçaient la frustration de ceux qui n'attendaient qu'une erreur de sa part. Camille le savait. Elle en assumait les conséquences, mais ce qu'elle ne pouvait pas ignorer, c'était la responsabilité croissante que cela impliquait. À plusieurs reprises, Guillaume lui avait demandé son avis sur des projets en cours, notamment ceux liés à la politique de mécénat. Il n'avait jamais sollicité d'autres collaborateurs de son niveau pour ce type de consultation. Cela créait une rupture dans les codes implicites du pouvoir interne. Un matin, elle reçut un message du PDG avec pour objet « Besoin de vos observations ». Il s'agissait d'un rapport de faisabilité concernant une initiative de logement solidaire en partenariat avec une mairie de banlieue. Le projet semblait noble, mais les données présentées étaient lacunaires, les partenaires peu crédibles et les échéances irréalistes. Camille prit le temps de rédiger un retour structuré, argumenté, précis. Elle pointa les faiblesses, proposa des ajustements et surtout,
Elle suggéra de suspendre le projet tant que les garanties sociales n'étaient pas consolidées. Elle envoya son analyse sans détour, sans excès de prudence, consciente que sa réponse pouvait être mal reçue. Le soir même, elle reçut un appel de Guillaume. « Merci pour votre retour. Vous avez été la seule à remarquer que ce projet n'était pas prêt. Tous les autres ont validé sans lire entre les lignes. » Sa voix était calme mais ferme. Il poursuivit. « C'est pour cela que je tiens à ce que vous participiez à la prochaine réunion de validation stratégique. Ce sera à huis clos. Vous serez la seule représentante du secteur social. » Camille sentit le poids de cette invitation. Elle accepta bien sûr, mais elle comprit que cette réunion serait un point de bascule. Si elle y réussissait, elle franchirait une nouvelle étape. Mais si elle échouait, elle ne pourrait compter sur personne pour amortir sa chute. Car désormais, elle était trop visible pour être protégée. Entre-temps, les tensions internes ne faiblissaient pas. Un jour, alors qu'elle rentrait de pause, elle découvrit que quelqu'un avait déplacé ses documents de travail, les empilant négligemment sur une chaise. Son ordinateur avait été verrouillé automatiquement, mais un fichier laissé ouvert sur son bureau avait disparu. Aucun dégât apparent, mais un message implicite. « Tu n'es pas chez toi ici. » Elle ne dit rien, mais ce soir-là, en rentrant chez elle, elle resta longtemps debout devant la fenêtre de son salon. Zoé dormait déjà. La ville scintillait à l'horizon. Et Camille se demanda si la ligne qu'elle suivait depuis des semaines, droite, tendue, sans concession, finirait par la briser. Ou si, au contraire, elle était en train de se construire, contre toute attente, un avenir plus solide que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle n'en savait rien. Mais elle savait une chose, il allait falloir choisir bientôt. Rester discrète et se protéger. Ou prendre un risque, défendre ce qu'elle croyait juste, quitte à tout perdre. Lorsque Camille pénétra dans la salle de réunion du 24e étage ce matin-là, elle savait que l'affrontement ne serait pas frontal, mais feutré, précis, exécuté par des professionnels du mot mesuré et de la phrase en apparence anodine. La pièce était vaste, sobre, entourée de baies vitrées. Autour de la longue table en bois clair, plusieurs directeurs étaient déjà installés, tous en costume sombre, leurs dossiers ouverts, leurs visages tournés vers l'écran central qui affichait les grandes lignes du jour. Le projet de logement solidaire, celui qu'elle avait critiqué pour ses incohérences, figurait en 3e point à l'ordre du jour. Guillaume n'était pas encore arrivé. Mais le simple fait qu'elle ait été invitée à cette réunion la plaçait dans une position inhabituelle pour une cadre intermédiaire. Elle s'assit en silence à l'une des chaises latérales, sans chercher à s'imposer. Elle avait apporté avec elle un dossier complet, contenant toutes ses notes, ses analyses, et surtout les courriels échangés avec les partenaires locaux. Elle savait que ses arguments étaient fondés, mais elle savait aussi que cela ne suffirait pas. Le problème n'était pas la qualité de son travail, mais la légitimité qu'on lui accordait ou non pour le présenter. Lorsque Guillaume entra, les conversations cessèrent instantanément. Il salua brièvement l'assistance, prit place à l'extrémité de la table et ouvrit la réunion d'une voix calme mais directe. Il balaya rapidement les 2 premiers points, visiblement impatient de parvenir au sujet principal. Lorsqu'il annonça le thème du projet social contesté, les regards se tournèrent vers Camille. Personne ne parla d'abord. C'est alors que Guillaume prit la parole. « Madame Lefebvre a exprimé des réserves importantes sur ce projet. Avant de poursuivre, je souhaite qu'elle nous fasse part de ses observations. » Ce fut comme une détonation silencieuse. Il ne l'avait pas simplement conviée pour écouter. Il venait de lui donner la parole, dans une salle où d'ordinaire seuls les directeurs parlaient. Camille sentit les battements de son cœur s'accélérer, mais sa voix, lorsqu'elle commença, resta posée, mesurée, nette. « Merci. J'ai relu l'intégralité du dossier et j'ai pris contact avec les structures partenaires annoncées. Plusieurs d'entre elles ont confirmé leur intérêt de principe, mais aucune n'a encore signé d'engagement écrit. De plus, les délais prévus pour les travaux sont irréalistes au regard des contraintes administratives locales. Enfin, les bénéficiaires ciblés, familles précaires sans ressources fixes, ne sont pas consultés en amont. Cela risque de créer des logements vides, faute d'accompagnement social adapté. » Elle ouvrit une page de son dossier, la fit glisser vers l'un des directeurs. « Vous trouverez ici le détail des échanges que j'ai eus avec les référents terrain. Les indicateurs de viabilité ne sont pas réunis. L'enthousiasme affiché dans le dossier d'origine ne se reflète pas dans les faits. » Un silence s'installa, tendu. Puis un homme à la cravate bleu foncé prit la parole, posant son regard sur elle sans aménité.
Ce projet a reçu le soutien explicite de la direction territoriale. Il a été salué en interne pour son potentiel d'innovation. Je trouve curieux que ce soit une collaboratrice aussi récemment arrivée qui le remette en question. Camille le fixa sans agressivité. Ce n'est pas une question d'ancienneté, c'est une question de fait. Un projet peut être innovant sur le papier et inopérant sur le terrain si les conditions minimales ne sont pas réunies. Nous avons une responsabilité envers les publics que nous prétendons aider. Livrer un bâtiment vide est une opération de communication, pas une action sociale. Guillaume ne dit rien. Il laissait la scène se dérouler. Le directeur en face d'elle répondit encore par quelques objections, évoquant des risques de retard financier, de réputation et une culture de la prudence excessive qui, selon lui, paralysait l'action. Camille écouta, puis ajouta « L'audace ne doit pas devenir une excuse pour bâcler la mise en œuvre. Nous avons les moyens de faire mieux. Il faut juste repousser de quelques mois le lancement et renforcer l'ancrage local. Sinon, nous risquons de nuire à ceux que nous voulons soutenir. » Cette fois, aucun des directeurs ne répondit immédiatement. Ils savaient que ces arguments étaient solides. Mais ce n'était pas seulement un débat technique, c'était un combat de pouvoir. Et Camille venait de franchir une ligne rouge. En mettant en doute un projet déjà validé en interne, elle se plaçait en position de désaccord avec une partie de la direction. La réunion fut levée une demi-heure plus tard. Aucun mot ne fut échangé entre elle et Guillaume à la sortie. Il se contenta d'un hochement de tête discret. Les autres l'ignorèrent ostensiblement. Elle retourna à son bureau, le dossier sous le bras, vidé, épuisée nerveusement, mais droite. Elle avait dit ce qu'elle devait dire. Ce fut en fin de journée que le message arriva. Un mail de Guillaume court sans fioriture. « Veuillez passer me voir demain matin à 8 heures. » Elle lut et relut ces mots. Elle n'en tira aucune conclusion. Elle savait seulement qu'une réponse l'attendait. Une réaction bonne ou mauvaise. Le lendemain matin, elle se leva avant Zoé, prépara le petit déjeuner, l'embrassa plus longuement que d'habitude et partit en silence. Le trajet jusqu'au siège lui sembla plus court que d'ordinaire. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Guillaume, il la salua simplement et lui désigna une chaise. Il ne perdit pas de temps. « Vous savez ce que votre intervention a provoqué. J'en ai conscience. Vous vous êtes mise en opposition directe avec 3 directeurs influents. Ce n'est pas sans conséquence. » Camille garda le silence. Elle ne regrettait pas. Il poursuivit. « Mais vous avez eu raison. » Elle releva les yeux. « Ce projet était bancal. Et vous avez eu le courage de le dire. C'est pour cela que je voulais vous voir. Je vais le suspendre. Et je vais vous confier sa révision complète. Vous serez en charge, avec une autonomie élargie. » Camille resta figée un instant. Puis elle demanda lentement, « Une révision complète ? Vous me confiez la réécriture du projet ? » ?»« Oui, et je souhaite que ce soit vous qui en présentiez la nouvelle version dans 3 mois. » Elle inspira profondément. Ce n'était pas une récompense, c'était une épreuve, une nouvelle, plus grande, plus risquée. « Merci, dit-elle simplement. » Il la regarda, puis ajouta sur un ton plus grave, « Ce que vous avez fait hier, peu de gens l'auraient tenté. Vous avez mis votre poste en danger pour défendre un principe. » Il se leva, fit quelques pas, se tourna vers la fenêtre. « Vous êtes plus que ce que ce poste prévoit, et certains ici commencent à s'en rendre compte. Cela vous rendra vulnérable. Mais vous venez de prouver que vous êtes capable de tenir debout au milieu de la tempête. » Il se retourna. « La question maintenant c'est, jusqu'où voulez-vous aller ?» Camille ne répondit pas. Pas tout de suite. Elle savait que ce choix-là ne se ferait pas en un instant. Mais une chose était claire, elle ne reculerait pas. Plus maintenant. Lorsque Camille sortit du bureau de Guillaume ce matin-là, un calme inhabituel l'envahit. Ce n'était ni la sérénité d'une victoire, ni l'euphorie d'un nouveau défi. C'était une lucidité froide, tranchante, une conscience aiguë que quelque chose venait de basculer. Elle n'était plus en marge, ni même simplement observée. Elle était désormais actrice d'un processus décisionnel de haut niveau, placée au centre d'un projet stratégique, sous le regard attentif de ceux qui l'avaient d'abord ignoré, puis toléré, et désormais scrutaient ses moindres mouvements. Le champ de bataille n'était plus seulement politique. Il était technique, opérationnel et profondément symbolique. Elle retourna à son poste sans annoncer la nouvelle. Les documents du projet suspendu restaient empilés sur son bureau et désormais ils devenaient la base de sa reconstruction. Elle s'attaqua immédiatement à leur décryptage.
Elle reprit les coûts, les délais, les partenariats initiaux, chaque ligne de budget, chaque accord de principe, chaque promesse de soutien. Elle constata que beaucoup de décisions avaient été prises à la hâte, avec une logique de rendement plus que de durabilité. Des partenariats avaient été gonflés artificiellement. Certains engagements n'étaient que verbaux, d'autres purement politiques. Elle comprit qu'on avait voulu faire vite, impressionné par le volume et non par l'impact réel. Plutôt que de tenter de rafistoler le projet existant, Camille décida de repartir de zéro. Elle convoqua une série de réunions discrètes avec les acteurs de terrain. Elle se rendit dans 2 des communes concernées, rencontra des responsables de centres sociaux, des médiateurs, des familles. Elle écouta plus qu'elle ne parla. Son approche étonna. Elle ne cherchait pas à imposer une vision, mais à comprendre ce qui avait échoué auparavant. Elle posait des questions concrètes, prenait des notes et surtout ne promettait rien qu'elle ne puisse tenir. Au bout de 2 semaines, elle disposait d'une cartographie précise des besoins réels, des obstacles à éviter, des leviers efficaces. Elle rassembla toutes ces informations dans un plan structuré avec des phases de test, des mécanismes d'évaluation et une gouvernance partagée avec les partenaires locaux. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas le genre de projet qui faisait de belles affiches ou attirait les caméras. Mais c'était solide, progressif et profondément humain. Pendant qu'elle élaborait cette nouvelle version, le climat dans les bureaux restait tendu. Ses collègues ne l'ignoraient plus, mais les échanges étaient empreints d'une forme de retenue, comme si chacun attendait de voir si elle allait échouer. Certains, plus cyniques, semblaient convaincus que cette tâche finirait par l'épuiser, voire la disqualifier. D'autres, plus prudents, commençaient à lui adresser la parole avec un respect discret, sans aller jusqu'à la sympathie. Guillaume, lui, restait distant mais attentif. Il ne la convoquait pas, n'intervenait pas dans ses choix, mais répondait toujours à ses comptes rendus. Il annotait ses propositions, posait parfois une question, jamais une directive. Il agissait comme un supérieur qui observe sans encadrer, qui teste sans corriger. Camille comprenait ce mode de fonctionnement. Il voulait voir si elle pouvait non seulement proposer, mais aussi exécuter. 1 mois après le lancement de la réécriture, elle fut convoquée à une réunion restreinte avec 3 membres du conseil stratégique. Ils avaient reçu son nouveau dossier et voulaient l'entendre le présenter. La salle de réunion, plus sobre que celle de la direction, accueillit cette fois un dialogue réel. Camille exposa son approche, justifia chaque choix, défendit la lenteur assumée de la première phase, expliqua la logique de co-construction adoptée. Les réactions furent mesurées. Les questions, parfois piquantes, restaient centrées sur les données. Elle répondit à tout avec précision. Lorsque la réunion prit fin, l'un des membres du conseil déclara « Ce n'est pas ce qu'on attendait, mais c'est probablement ce dont on a besoin ». Cette phrase résonna dans son esprit toute la journée. 1 semaine plus tard, Guillaume la convoqua à nouveau dans son bureau du 32e étage. Il l'accueillit sans détour. « Le conseil stratégique a validé votre version du projet. Il sera mis en œuvre dès le trimestre prochain. » Camille hocha la tête. Elle attendait la suite. « Mais ce n'est pas tout, » reprit-il. « Nous avons décidé de vous nommer officiellement coordinatrice de l'impact social à l'échelle régionale. Ce n'est plus un poste provisoire. Vous intégrerez la nouvelle cellule de pilotage que nous mettons en place. » Elle sentit sa respiration s'arrêter un instant. Elle n'avait pas prévu cette avancée aussi rapide, aussi claire. Il poursuivit. « Ce rôle vous donne une autonomie large. Vous piloterez plusieurs projets. Vous aurez votre propre équipe. Et vous siégerez aux réunions mensuelles de synthèse stratégique. » Elle se redressa légèrement. « Merci. Je ne prends pas cela à la légère. » Il la regarda longuement comme s'il mesurait le poids de ce qu'il allait dire ensuite. Puis il ajouta, d'un ton plus personnel, « Vous savez pourquoi j'ai fait tout cela ?» Camille ne répondit pas. Elle n'était pas certaine qu'il attendait une réponse. « Parce que vous avez fait quelque chose que je n'attendais pas. Ce matin-là, dans la rue, vous auriez pu passer comme tous les autres. J'étais habillé comme un inconnu, sale, confus. Personne ne s'est arrêté, sauf vous. Et ce geste, aussi banal qu'il ait pu vous sembler, m'a forcé à repenser à beaucoup de choses. » Il se leva, tourna les yeux vers la ville. « J'ai passé des années à construire cette entreprise, à en faire un groupe solide, rentable, ambitieux. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'elle était devenue trop verticale, trop éloignée du réel. Et vous avez été la première à me rappeler pourquoi j'avais commencé. » Il se retourna vers elle.
Ce n'est pas seulement votre compétence que je voulais intégrer, c'est ce que vous incarnez. Une autre manière de faire, une autre manière de voir. C'est cela que l'on ne peut pas enseigner. Et c'est cela qui est le plus rare. Camille resta silencieuse mais profondément touchée. Pas flattée, touchée, car elle comprenait qu'au-delà de ses efforts, de ses nuits blanches, de sa résilience, ce qu'on lui reconnaissait aujourd'hui, c'était sa cohérence. Avant qu'elle ne quitte la pièce, il ajouta d'une voix plus basse « Faites ce que vous avez à faire, et n'ayez pas peur de déranger. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ne dit rien de tout cela à Zoé. Elle prépara le dîner, écouta sa fille raconter sa journée, rangea les livres d'école, ferma les volets, puis, dans le calme du salon, elle s'assit seule. Elle repensa à chaque moment de doute, chaque mur invisible franchi, chaque silence accepté. Elle n'avait rien reçu. Elle avait tout gagné, sans compromis, sans raccourci. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête pour ce qui viendrait ensuite. La promotion de Camille à un poste officiel de coordinatrice de l'impact social ne passa pas inaperçue. Contrairement à ses débuts, où tout se murmurait à voix basse, cette nomination fut formalisée par une communication interne, signée par la direction générale. Un document concis, sans fioriture, annonçait que Madame Camille Lefebvre prendrait en charge, à partir du mois suivant, la coordination de plusieurs programmes à fort enjeu dans le domaine social, incluant le projet de logement solidaire, désormais relancé sous une nouvelle appellation. Aucun mot sur son parcours ou sur les raisons de sa nomination, mais dans les bureaux, dans les couloirs, aux ascenseurs, cette discrétion souleva plus de réactions que le texte lui-même. Certains accueillirent la nouvelle avec un respect distant. D'autres, en silence, y virent la confirmation de ce qu'ils redoutaient. Camille ne disparaîtrait pas. Elle s'installait, elle s'ancrerait. Et avec elle, l'idée qu'une personne sans pédigré, sans recommandation, pouvait gravir les échelons par la seule force de son travail et de ses principes. Une idée dérangeante pour beaucoup, libératrice pour quelques-uns. Camille, de son côté, ne changea rien à son rythme. Elle continua à arriver tôt, à déjeuner brièvement, à rentrer à temps pour s'occuper de Zoé. La seule chose qui évolua fut la nature de ses responsabilités. Elle supervisait désormais une équipe restreinte, composée de profils techniques et de coordinateurs terrain. Elle gérait les budgets, les calendriers, les évaluations. Elle signait des documents à son nom. Elle représentait le groupe dans certaines instances locales. Et surtout, elle parlait. Pas souvent, mais quand elle le faisait, on l'écoutait. Un soir, alors qu'elle finalisait un compte rendu sur l'évolution des bénéficiaires d'un programme d'aide alimentaire dans une commune périphérique, elle reçut une notification. Guillaume Moreau souhaitait la voir le lendemain, en fin de journée. Aucun motif précisé. Juste une heure et un lieu, son bureau du 32e étage. Elle s'y rendit à 17 heures précises. L'étage était désert, comme souvent à cette heure-là. Laetitia Bonnel l'accueillit avec un ton neutre, la fit entrer, puis referma la porte derrière elle. Guillaume se tenait debout près de la fenêtre, dos à la pièce. Lorsqu'il se retourna, son expression était plus grave qu'à l'ordinaire. Il lui fit signe de s'asseoir, mais resta debout. « Camille, dit-il simplement, j'aimerais vous parler non pas en tant que dirigeant, mais en tant qu'homme. » Elle hocha la tête. Il reprit, posément. « Je repense souvent à ce matin-là dans la rue. J'étais à bout, mentalement, physiquement. Je sortais d'une nuit blanche. J'avais annulé plusieurs réunions. J'avais passé des semaines à gérer des conflits internes, des restructurations, des négociations sans fin. Et ce matin-là, j'ai voulu prendre l'air, marcher un peu, respirer. » Il marqua une pause, croisa les bras. Je ne me souviens pas du moment exact où je suis tombé, seulement d'avoir senti le sol, froid, sale, sous ma joue, et les gens qui passaient, les pas, le bruit, l'indifférence. Je me souviens avoir pensé, voilà comment ça se termine. Une existence absorbée par les chiffres, terminée sur un trottoir. C'est grotesque, mais c'est ce que j'ai pensé. Puis, vous êtes apparu. Camille le regardait, droite, les mains croisées. Elle n'interrompait pas. Vous ne m'avez pas posé de questions. Vous n'avez pas eu peur. Vous n'avez pas fui. Vous avez simplement fait ce que personne d'autre ne faisait. Vous vous êtes arrêté. Vous m'avez parlé. Vous avez appelé les secours. Vous m'avez traité comme un être humain. Et ce geste, je ne l'ai jamais oublié. Il se déplaça lentement, fit le tour du bureau, puis s'appuya contre le dossier d'une chaise vide. Ce jour-là, quelque chose s'est fissuré en moi.
Je croyais avoir tout construit. Une entreprise, une réputation, une organisation solide. Mais j'avais perdu le lien avec ce qui m'avait poussé à commencer. La réalité des gens, leur dignité, leur quotidien. Il la fixa, les yeux plus sombres. Et vous m'avez forcé à regarder cela en face, pas par des discours, pas par des revendications, juste par un geste. Ce geste m'a ramené à l'essentiel. Camille ne bougea pas. Son visage restait neutre, mais ses pensées s'agitaient. Elle ne s'attendait pas à cette confession. Pas ici, pas maintenant. Il poursuivit. Vous n'étiez pas censé être là, ce jour-là. Et pourtant, vous l'étiez. Vous n'aviez aucune raison de vous arrêter. Et pourtant, vous l'avez fait. Ce n'est pas un hasard. C'est une leçon. Il se redressa enfin. Ce que je veux vous dire, Camille, c'est que votre présence dans cette entreprise, dans cette direction, n'est pas une faveur. Ce n'est pas un geste de gratitude. Ce n'est pas un retour d'ascenseur. C'est une nécessité. Elle inspira lentement. Elle comprenait enfin ce qu'il n'avait jamais dit jusque-là. Je ne voulais pas que vous le sachiez avant, poursuivit-il. Je voulais voir si votre engagement tiendrait sans reconnaissance immédiate, si vous étiez là pour les bonnes raisons. Et vous l'avez prouvé. Vous ne m'avez rien demandé, vous n'avez jamais profité de votre position. Vous avez avancé, seul, en assumant chaque étape. Il s'approcha du bureau, se pencha légèrement. Je n'ai pas souvent été surpris dans ma vie, mais vous m'avez surpris. Vous m'avez rappelé que ce qui est juste n'est pas toujours rentable, et que ce qui est rentable n'est pas toujours juste. Il se tut un instant, puis conclut « Continuez à être cette voix qui dérange, ce regard qui questionne, ce geste qui transforme. » Camille se leva, lentement. Elle ne savait pas quoi répondre à cela. Peut-être parce que, pour la première fois, il ne s'agissait pas d'une conversation professionnelle. Il s'agissait de reconnaissance, pas celle qu'on inscrit dans un organigramme, celle qu'on ne peut ni acheter ni imposer. Elle quitta le bureau sans un mot de plus. Dans l'ascenseur, elle se regarda brièvement dans le miroir. Elle ne vit plus la femme inquiète qui cherchait un emploi, des mois plus tôt. Elle vit quelqu'un qui savait exactement pourquoi elle était là. En rentrant chez elle ce soir-là, elle prit Zoé dans ses bras plus longtemps qu'à l'accoutumée. Sa fille lui raconta une dispute à l'école, un dessin fait en classe, une question sur la mer. Camille répondit à tout. Puis, après l'avoir couchée, elle s'assit dans la pénombre de leur salon. Elle ne pensait plus à ce qu'elle avait perdu, seulement à ce qu'elle avait bâti et à ce qu'il restait à faire. Les mois qui suivirent à la nomination de Camille Lefebvre comme coordinatrice de l'impact social au sein du groupe Élan Horizon furent marqués par une série de transformations concrètes. Rien de spectaculaire, rien de bruyant. Mais dans les villes ciblées, dans les quartiers où le mot « innovation » avait trop souvent été vidé de son sens, des changements réels commencèrent à émerger. Le programme de logement solidaire, désormais rebaptisé Résidence de connexion sociale, vit son implantation débuter dans 3 communes pilotes, non pas dans une logique de volume, mais de pertinence. Chaque site avait été conçu en étroite collaboration avec les associations locales, avec des espaces partagés, des lieux d'accueil et surtout des dispositifs d'accompagnement humain quotidien. Camille avait imposé une règle non négociable. Aucun bâtiment ne serait livré sans que l'équipe sociale ne soit formée, présente et déjà active. Cette approche fut d'abord critiquée pour sa lenteur, mais très vite, les premiers résultats parlèrent d'eux-mêmes. Les familles s'installaient durablement, les incidents étaient rares, l'environnement devenait plus que du béton. Il devenait un lieu de vie. En parallèle, elle élargit le dispositif de mentorat pour jeunes en difficulté. Grâce à une méthodologie affinée, un système de suivi individuel fut instauré, et chaque jeune bénéficiait d'un tuteur volontaire issu de la communauté locale. Les jeunes engagés ne décrochaient plus après 2 ou 3 mois comme c'était souvent le cas auparavant. Ils restaient, participaient, et certains finissaient par proposer eux-mêmes des initiatives nouvelles. Pour Camille, c'était la confirmation que l'impact durable ne venait pas de la charité ou de l'urgence, mais d'un respect profond pour ceux que les programmes sociaux prétendaient aider. Du côté professionnel, sa posture changea progressivement. Elle n'était plus une exception observée. Elle était devenue une référence. Des collaborateurs d'autres départements sollicitaient ses conseils. Des partenaires extérieurs demandaient à la rencontrer. Elle n'était pas devenue une figure médiatique, ni une dirigeante charismatique.
Mais son nom circulait dans les réunions, souvent accompagné de termes comme fiabilité, rigueur, écoute. Ceux qui autrefois l'avaient regardé avec condescendance adoptaient désormais un ton plus mesuré, parfois admiratif. Guillaume Moreau, fidèle à son style, restait en retrait, mais ne manquait jamais de répondre à ses rapports, ni de valider ses recommandations. Leur relation s'était stabilisée dans une forme de respect mutuel, où les mots inutiles n'avaient pas de place. Il lui arrivait encore, de loin en loin, de lui transmettre une réflexion, une question, une idée à creuser. Elle y répondait avec la même précision qu'au premier jour, sans affect, mais avec une constance inaltérable. Sur le plan personnel, Camille ressentait aussi les fruits de son travail. Après des années à vivre dans un appartement exigu aux limites de Lyon, elle avait pu signer un bail pour un logement plus spacieux, lumineux, mieux situé. Elle ne cherchait pas le luxe, mais une stabilité digne, un espace où Zoé pourrait grandir sans entendre les voisins à travers les murs, ni se réveiller au moindre bruit de la rue. L'école de Zoé aussi avait changé. Elle avait pu l'inscrire dans un établissement à taille humaine, avec des enseignants disponibles, où sa fille avait rapidement trouvé ses repères. Leur quotidien s'était réorganisé. Les matinées étaient moins précipitées, les soirées moins tendues. Zoé faisait ses devoirs sur une table à elle, dans une chambre à elle, et parlait avec fierté du travail de sa mère lorsqu'on lui posait la question. Camille, de son côté, avait appris à ne plus regarder sans cesse l'horloge, à s'autoriser une pause sans culpabilité, à savourer les instants ordinaires. Elle n'avait pas oublié les périodes de manque, de précarité, de doute, mais elle ne les portait plus comme un poids. Elles étaient devenues son socle, sa mémoire active, non comme une blessure, mais comme un point de départ qu'elle refusait de renier. Un après-midi d'automne, alors qu'elle animait une réunion avec plusieurs coordinateurs dans une des annexes de l'entreprise, un stagiaire fraîchement recruté lui posa une question directe à la fin de la session. « Comment avez-vous fait pour arriver ici? Vous aviez déjà travaillé dans le secteur social avant ?» Elle sourit légèrement avant de répondre. « J'ai commencé comme assistante administrative. Puis un jour, j'ai raté un entretien pour un poste. Et à cause de ce retard, je me suis retrouvé là où je ne m'attendais pas à être. » Le jeune homme haussa les sourcils, sans comprendre. « Vous avez raté l'entretien. Et vous avez quand même été embauché ?»« Pas tout de suite, » répondit-elle. « J'ai d'abord aidé quelqu'un que je ne connaissais pas. Ce jour-là, j'ai fait ce que je croyais juste, sans savoir que ça allait changer ma vie. » Elle n'en dit pas plus. Ce n'était pas une histoire à raconter dans les détails. Ce n'était pas un conte. C'était un enchaînement de faits, de choix, de résistance. Elle avait appris à ne pas enjoliver, à ne pas dramatiser, à simplement faire, chaque jour. Ce soir-là, elle rentra chez elle à pied, profitant du calme des rues. Zoé l'attendait, assise sur le tapis du salon, un livre d'images dans les mains. Camille s'assit à côté d'elle, posa doucement sa main sur sa tête et la laissa lui raconter l'histoire à sa manière. Les voix des enfants sont souvent plus puissantes que tous les discours d'adultes. Avant de se coucher, Zoé lui demanda « Maman, tu vas toujours travailler là-bas ?» Camille réfléchit une seconde. « Aussi longtemps que je sentirai que ce que je fais a un sens. » Sa fille acquiesça, satisfaite de la réponse, puis ferma les yeux. Dans l'obscurité du couloir, Camille resta un moment debout, silencieuse. Elle pensait à tout ce qui avait changé, pas seulement pour elle, mais autour d'elle. Dans la structure, dans les projets, dans la perception des autres. Elle n'avait pas pris de revanche, elle n'en avait jamais cherché, elle avait seulement voulu exister autrement. Et elle y était parvenue, pas à pas, sans tricher, sans trahir, et penser que tout avait commencé par un simple arrêt sur un trottoir, un matin gris où le choix de tendre la main à un inconnu avait réorienté le cours entier de son existence. Elle n'aurait jamais pu l'anticiper, mais elle n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement.